Vulgarisation, journalisme, illustration, médiation, etc. Simple, c'est à chaque épisode des portraits de personnes qui exercent ces métiers, qui communiquent la science ou permettent aux scientifiques de la communiquer et de la rendre simple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple. Aujourd'hui, mon invitée est Alexandra Delbo, journaliste scientifique à France Culture. Bonjour Alexandra. Salut Elodie. Alors aujourd'hui, c'est la grosse panique. Déjà, c'est ultra cool d'enregistrer face à face. D'habitude, je le fais en ligne, mais c'est quand même un peu la panique parce que j'interviewe une journaliste. Donc là, je peux vous dire que je suis en stress. Radio à la radio. Voilà, exactement. Et on est dans les locaux de Radio France, donc c'est assez cool de faire ça. Merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité dans ces studios. Alors écoute, j'ai dit journaliste à France Culture, donc on te voit le matin super tôt. Ouais, on m'entend. Ouais, on m'entend. Ouais, c'est meilleur. On peut. C'est mieux, effectivement. Ça va bien, mais on te voit. Non, heureusement qu'on me voit pas en même temps, peut-être. Ouais, c'est peut-être mieux. Hein. Il y a moins de pression en fait à pas être vu le matin. Donc le matin très tôt on m'entend. Ouais. C'est à quelle heure ? 6h52. Voilà. On peut écouter en podcast après ? Absolument. Et qui est rediffusé dans l'émission de Science l'après-midi de Natacha Triou, La Science c'est QFD. Voilà. Et ça s'appelle Avec Science. Moi, ma chronique s'appelle Avec Science. Ouais. Et on peut l'écouter en podcast. Donc, si on n'est pas là ni à 6h52, ni entre 16 et 17. Ouais, ni à 16h55. 16h55, exactement. Ouais. Et bah, du coup, on peut l'écouter en podcast à n'importe quelle heure. On a le droit. Et depuis février, tu fais partie de Scope aussi sur Arte. Ouais, j'ai fait ma première co-animation. Ouais. Et cette fois, c'était sur YouTube aussi. Je mettrai le lien de l'émission. Donc, on te voit. On me voit cette fois. On me voit parler pendant 2h30 et extrêmement tard en revanche. Tu vois, je fais vraiment genre tout le fuseau horaire. T'as tenu le coup quand t'as fait ça ? Oui, parce que c'est une fois tous les mois et demi. Ok. Puis il y a le stress qui te fait tenir un petit peu, clair, tout ça. Mais c'est vrai que ça fait une grosse journée. Ouais, ça doit faire une journée bien sympa. Et alors, bon, ça c'est ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu fais d'autres choses ? Je fais d'autres choses. Là, j'ai écrit un bouquin qui sort bientôt. C'est comme si j'avais pas assez le temps de faire des choses pour moi. Parce que du coup, des fois, plutôt que dormir, la nuit, je me dis plutôt que de dormir, c'est ça, faisons autre chose. Ouais. Non, j'ai écrit un bouquin avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Florian Gouttière, qui est journaliste à Libé et à Check News. Ouais, médical. Exactement. Et j'ai écrit ce bouquin sur les médecines alternatives. Ok. Donc ça sort 28 mars, je me fais un peu d'autopromo. Très bien. Ça sort 28 mars aux éditions des Arènes. Et en fait, on a écrit une sorte de grand guide pour s'y retrouver dans les médecines alternatives, pour dire quelles sont les histoires de chacune des médecines, de l'ostéopathie au coupeur de feu. Pour être vraiment très très large. Okay. On a sélectionné 28 alors qu'il y en a des centaines, on a au moins 400 référencés par l'OMS, là il y en a beaucoup plus. Et donc c'est un guide un peu pour savoir l'histoire de chacune des médecines, ce qu'en disent les études surtout, et quels sont les risques. Okay. Grosso modo, pour essayer de faire une synthèse en fait de ce qu'on connaît en fait des médecines alternatives. Ça c'est un des sujets que j'aime bien. Alors premier commentaire, hâte de lire. Cet épisode, je pense, sera publié juste avant. Donc voilà, parfait. Pile poil. Et le roi en Angleterre aurait bien besoin de le lire aussi. Hein. Absolument. Voilà, parce que grande question autour de ça aussi. Oui, il y a eu un cancer qui a été détecté il y a pas longtemps et apparemment il va se traiter avec des potions magiques. Ouais. Et parce qu'il avait déjà un tropisme aussi par rapport aux médecines alternatives. Je sais plus pourquoi, mais c'était ressorti il y a quelques mois aussi, bien avant son cancer. Ouais. Et de dire que justement il était un peu aficionado de ces pratiques-là. Mais c'est bien parce que ça va te donner l'occasion d'en reparler en fait. Tout à fait. Et donc on attend ton bouquin avec impatience. Donc ça sera dans vraiment pas longtemps quand le podcast sera publié. Alors moi j'aimerais qu'on retourne en arrière un peu. Comment t'as fait pour en arriver là ? Alors, moi je me souviens que je t'ai rencontré sur le plateau de Nicolas Martin il y a hyper longtemps. Oui. On est allé boire un verre après. Ouais. C'est ça. Ça, je m'en souviens pas du tout. Pas du tout. Absolument. Ouais. Je crois que j'étais en stage, non ? Ouais, t'étais en stage. Et c'est quoi ton parcours ? Donc qu'est-ce que t'as fait ? Avant. J'ai un parcours un peu atypique, même si je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de parcours typique pour être journaliste scientifique par ailleurs. On y reviendra. Mais j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai bossé avant dans la recherche. C'est-à-dire que moi j'ai eu un début de carrière ou de parcours professionnel assez classique. C'est-à-dire que j'ai fait une école de médecine que j'ai ratée, comme tout le monde qui finit en bio. Il y en a beaucoup qui, en bio, c'est très drôle. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont là, je vais être médecin. Non, je vais être biologiste. Je vais faire autre chose. Voilà. Moi, je suis tombée un peu sur la biochimie. Je suis amoureuse de la biochimie. Et donc, j'ai fait ma licence, master un peu classique en fait là-dessus, dans un master qui était relativement spécialisé. Donc, c'est quelque chose qui est par exemple très très utilisé en biologie fondamentale, qui s'appelle la production de protéines recombinantes. Et en fait, passer le jargon un peu compliqué,
C'est le fait de dire, en fait, toutes les protéines, donc tous les effecteurs des cellules qu'on doit connaître, qu'on doit étudier, on doit les étudier dans un système un peu minimum. C'est ce qu'on dit in vitro. Et pour ça, il faut qu'on produise la protéine qu'on veut regarder, en fait, seule. Voilà. Et mon taf, c'était ça. Mon taf, c'était de faire produire des protéines, n'importe laquelle, parce que théoriquement, on peut faire n'importe quoi, en coupant un peu du génome à droite, à gauche, en faisant produire ça dans des bactéries, en le récupérant. En gros, mon taf, c'était ça. C'était assez technique. C'est assez chouette, ça, j'aime bien, en fait, ce côté technique-là. Et j'ai pas voulu faire de thèse, déjà, à ce moment-là. Parce que j'avais trop envie de bosser. C'est-à-dire que c'était trop dur, trop difficile de me dire... Je vais encore faire 3 ans d'études, même si la thèse, c'est du boulot, en fait. C'est du boulot, c'est un boulot, mais c'est un peu camouflé. On nous considère encore, on considère encore les étudiants et étudiantes en thèse comme des étudiants, alors que c'est pas du tout le cas, on le sait tous. Mais voilà, moi, j'avais juste pas envie d'être considérée comme ça, et j'avais envie de faire un projet, de faire quelque chose qui soit palpable, en fait, direct. Et je me suis rendu compte que c'était pas, en fait, si palpable que ça. C'est-à-dire que humainement, ça s'est pas hyper bien passé. Ça, pour des raisons qui sont personnelles et d'interaction avec les gens. Il y avait une partie qui était vraiment très très sympa et qui m'a fait rester. Une autre partie un petit peu moins. Et puis c'était trop lent pour moi. Donc pas la thèse, hein, Pas la thèse, le taf. Donc j'étais quoi comme taf ? Ingénieur d'études à l'Institut Curie. Mais du coup, tu étais dans un labo ? J'étais dans un labo. Du coup, j'avais le statut d'ingénieur d'études. Donc, en gros, contrairement à pas mal d'ingénieurs d'études, j'avais mon projet à moi. J'ai pas plusieurs projets sur lesquels on faisait un peu plateforme. J'avais vraiment mon projet à moi. Donc c'était bien. Et un peu excitant, et en même temps, c'était trop lent. C'est trop lent. Et puis après, j'ai commencé à découvrir un petit peu tous les aspects, on va dire, négatifs de la recherche. Et j'ai hésité à faire une thèse en disant vraiment, tu mets les 2 pieds dedans et en fait, tu vas plus loin, machin. Et finalement, je me suis dit non. Finalement, je me suis dit, en fait, c'est pas pour toi, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui vont faire ça et dont c'est la vocation, dont c'est le métier. Moi, ma vocation, c'est sûr, c'est les sciences. Mais par contre, c'est pas ça. C'est trop lent. Donc, après grande période de réflexion, de savoir ce que je vais faire après, et c'était pas du tout défini, en fait. Et le seul aspect qui m'intéressait, c'est que j'avais fait des études extrêmement scientifiques. Et j'avais envie de quelque chose de plus littéraire. Et c'était la seule chose. C'est-à-dire que j'étais à 2 doigts de partir en lettres modernes. Je veux dire, donc vraiment rien à voir. C'est-à-dire que j'ai vraiment perdu. Mais le truc, c'est que j'adore les études. En fait, j'adore apprendre des choses. Donc, en fait, j'aurais pu faire n'importe quoi. Là où je me suis ressaisie un petit peu plus, je me dis, il fait un truc à la croisée des chemins, repars pas dans une toute autre carrière, et en fait, tu kiffes les sciences. Et en fait, en parallèle de ça, c'est que pendant que je commençais à taffer justement à l'Institut Curie, je faisais des expériences qui duraient entre 8 et 12 heures dans la journée, et sur 3 jours. Donc, tu écoutais la radio. Donc, j'ai découvert la radio. Parce que moi, chez moi, personne n'écoutait la radio. Donc, j'ai découvert la radio sur des recommandations de je sais plus qui. Et je suis tombée sur le podcast La méthode scientifique de Nicolas Martin. Vraiment, ça part de ça, en fait, hyper loin. Et avec un ego surdimensionné, je me suis dit, mais moi, je veux bien faire ça, en fait. Moi, ça me botte assez, en fait. Et donc, même sans me dire que j'arriverais forcément à faire ça, mais c'était juste de se dire, voilà, il y a un truc qui me botte énormément, c'est de pouvoir raconter les sciences et pouvoir un petit peu potentiellement faire du debunk. À l'époque où ça n'existait pas encore. Parce que là, on se trouve il y a 10 ans à peu près. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de debunk. Ça n'existait pas vraiment encore. Il n'y avait pas tous les services de désinformation, en fait, de Libé, Check News et tout. Donc, ça n'existait pas. Donc, j'avais ce truc-là. Et ensuite, je me suis dit, vu que justement, je n'ai pas de thèse, il me fallait un autre diplôme, mention, quelque chose qui a trait au journalisme. Sinon, c'est trop difficile, je crois, de passer directement le cap. C'est-à-dire que c'est difficile de te faire confiance, en fait, sur la capacité à résumer, synthétiser quelque chose. Et puis journalisme, j'ai l'impression que c'est un des métiers de la com scientifique où il y a vraiment énormément de codes, il y a énormément de choses à connaître, tu vois. C'est très difficile de passer vraiment d'expérience, à mon avis, ça prend très longtemps. Et c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, à moins qu'on ait vraiment passé, 10 ans dans la recherche. Là, c'est plus simple. Plus on a des expériences, en fait, plus ça va être facile. Moi, j'avais pile poil pas assez, j'avais 3 ans. Donc, juste pas assez, juste assez pour un début de spé, mais pas plus, quoi. Donc, du coup, j'ai fait une école de journalisme privé. Donc, pas reconnue, pas tout ça. Scientifique ou journalisme tout court? Généraliste. Donc, en fait, j'étais la seule à avoir un parcours scientifique, ce qui était super cool. Parce que du coup, on parlait pas de science. Et qu'en fait, à ce moment-là, c'était plus vraiment la science qui m'intéressait. C'était pouvoir raconter. C'est vraiment ça. Et à ce moment-là, mon énorme kiff pour la radio s'est révélé. Donc, j'ai vraiment voulu faire ça. Et après, franchement, coup de bol.
C'est-à-dire coup de bol. Tu t'es pointé à France Culture dans la porte. Bonjour. Pire que ça, j'avais un devoir à rendre en école de journalisme. Je devais faire un portrait en presse écrite, donc rien à voir avec la radio. Et au départ, je voulais faire un truc très science, machin et tout. Et puis c'est tombé un peu à l'eau. Et mon prof de presse écrite, Feu par ailleurs, qui est décédé récemment, qui s'appelle Jacques Hénen, qui du coup m'a dit mais fais un truc sur quelque chose que tu kiffes. Qu'est-ce que tu fais quand t'es pas en fait à l'école là? Je dis mais moi j'écoute la radio. J'écoute Nicolas Martin. C'est ça, j'écoute Nicolas Martin. J'écoute la radio en tout cas. Ouais. Et il me dit mais quelle émission? Et je cite celle-ci, il me dit bah voilà. Interview Nicolas Martin, envoie-lui un mail et demande-lui. Bien sûr, Nicolas me dit direct oui. Trop bien. Et en fait, on va boire un verre. Je fais une interview que je mène extrêmement mal. Je me suis retrouvée avec des rushs d'1h15. Très difficile parce que j'ai très très mal géré. Mais à la fin de cet entretien-là, je lui dis écoute, comment est-ce qu'on fait pour rentrer à France Culture? Ça le fait marrer. Et il me dit mais est-ce que t'es dispo en septembre? Je dis ouais. Il dit bienvenue. Trop bien. Voilà. Ah, génial. Donc c'est vraiment. Il y a toujours, en fait, je trouve, dans ce parcours, mais même tous les parcours un peu similaires, un peu de chance. Oui, il y a tu la provoques aussi, mais un peu de chance. Ouais. C'est-à-dire que si on laisse de côté tout l'aspect mérite ou un truc comme ça, sans parler de ça, vraiment, juste de dire, il faut le tenter. Ouais, parfois, en fait, j'ai l'impression que la chance, c'est aussi être ouvert aux opportunités et aller les chercher. Et du coup, on dit, ah oui, t'as de la chance. Bah ouais, mais c'est aussi un peu, je fais ma chance dans le sens où je reste pas dans mon coin, j'essaye de bousculer les choses, quoi. C'est ça. Et envoyer des mails, quoi. Parler à des gens, en fait, parler à des gens. Ouais. Les gens répondent toujours. Ouais, surtout, surtout qu'il y a des gens vraiment très cool où tu te dis, ouais, ça le fera jamais, mais vas-y, je tente. Et ils te disent oui, tu fais, pardon. Oui, c'est ça, pardon. Et pour eux, ça paraît une évidence, quoi. Ouais. Donc ça. Et donc là, t'arrives en stage à la méthode scientifique. Ouais, et ça se passe tellement bien. Ça se passe si bien. Donc je suis arrivée en fin août, parce que c'est le début de la grille. J'arrive fin août, en fin octobre, ça se passait vraiment très très bien. C'est-à-dire que dans la particularité en fait de l'émission de Nicolas, il y avait une entente de groupe, un aspect friendly que tu as vécu aussi. Ouais, je vous ai croisés de temps en temps tous ensemble. Ouais, voilà, tous très proches, assez décalés peut-être par rapport au reste de France Culture, dans le sens où on avait vraiment notre propre microcosme en fait, notre rythme, une petite famille quoi. C'est ça quoi, donc c'était très très agréable. Et en fait, fin octobre, le stage a commencé depuis 2 mois, elle me dit mais ce serait vraiment super cool que tu restes en fait plus longtemps, est-ce que tu veux pas rester toute l'année? C'était un peu une blague tu vois. Et je dis je crois qu'on peut, si on veut on peut. Donc en fait je suis restée 1 an, il faut pas que des gens écoutent tout à fait ça parce que c'est pas tout à fait autorisé, mais je suis restée plus longtemps que prévu en stage. Et donc j'ai fait ma petite année, ma petite grille où j'ai fait principalement de la préparation d'émissions. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu préparais le conducteur en fait? Pas le conducteur, parce qu'en fait, le gens. Conducteur, c'est les producteurs en général qui le montent. Donc le conducteur, en gros, c'est le document qui décrit ce qui va se passer, pendant l'émission, les questions. Les 4 parties. C'est la structure de l'émission en fait avec les infos importantes. C'est ça. Non, nous, ce qu'on fait, et c'est la particularité d'avoir une émission scientifique, mais c'est un peu le cas partout à France Culture. C'est un peu la particularité, c'est qu'on a des fiches de documentation qui sont assez velues. Ouais. C'est-à-dire que on a entre 12 et 15 pages de contenu scientifique, résumé par ailleurs. C'est pas du copier-coller de ce qu'on trouve à droite à gauche, c'est résumé par nos soins, avec des pré-interviews des 2 invités, ou plus, pour savoir qu'est-ce qui les intéresse, ce dont il ou elle pourrait parler, de comprendre un petit peu quelles sont toutes les problématiques en fait qu'on va étudier. Oui, parce qu'un sujet c'est énorme en fait. Faire une pré-structure de l'émission. D'accord. Tu vois, parce que tu peux imaginer genre sur les galaxies naines. Je prends un truc lunaire au pif, tu vois. Mais il faut pouvoir être très spécialisé sur comment est-ce qu'elles se forment, quels sont les particularismes, pourquoi on s'intéresse à ça, où est-ce qu'on bloque niveau technique. Enfin bref, tu vois, ça peut être ce genre de problématisation. Et en plus de ça, il y a le reportage. Ok. Et donc moi au départ je faisais pas de reportage. Et en fait ce qui s'est passé ensuite, c'est que donc j'étais en stage. En plus j'ai vécu les grèves de Radio France. C'est un moment à vivre. Covid aussi. Syndicalement. Et ensuite j'ai vécu le Covid. Et Covid, méga chance, je kiffe les maladies. C'est-à-dire que c'est vraiment mon bail. C'est-à-dire qu'on est tombé pile poil. J'étais sur... je vivais ma meilleure vie. En vrai, un petit peu. Vraiment, franchement, même intellectuellement, c'était déjà hyper intéressant. Parce qu'il y avait un aspect rush. Et que c'est ce qui me manquait avant. D'avoir un petit peu de pression, en fait. D'informations en fait plus rapides, voilà. Donc il y avait cette chose-là. Donc travailler vite et puis travailler sur une maladie. Et je suis vraiment passionnée de biologie et de biochimie. Donc c'était vraiment... T'étais bien là. C'est trop bien. trop bien. Donc t'as vécu les grèves, t'as vécu Covid. J'ai vécu grève, Covid trop bien, mais période hyper étrange. Surtout que vous avez tout changé en fait. En fait Nicolas faisait une séquence de 9 minutes dans la matinale. C'est le matin,
à la place de la question du jour en fait. Ouais. Donc il faisait 9 minutes, donc on préparait quand même une émission comme si on préparait une émission, mais en un jour. Ouais. Voilà. Donc non, mais c'était un boulot monstre. C'était un boulot monstre, mais c'est super intéressant. Vraiment super bien. Et puis après, après commencent un petit peu les petites galères de l'intermittence, parce que du coup, je suis intermittent du spectacle. Ouais. C'est un statut un peu particulier en fait à Radio France. Et commencent un peu les petits contrats. C'est-à-dire que je faisais des petits remplacements à droite à gauche, des gens de l'équipe de la méthode. Ouais. Tout ça pour dire que c'est pas arrivé du jour au lendemain. En fait, c'est toujours. Oui, ça c'est prend pas toujours un t'es peu de arrivé temps. en stage et après t'es devenu. Et après tu passes à l'antenne. Que nenni, cher ami, c'est jamais comme ça. C'est vraiment jamais comme ça. Donc ça, j'ai fait du reportage pas mal pour la méthode aussi. J'ai fait beaucoup de méthodes. Ensuite, j'ai fait un tour à France 5 pour l'émission C'est Jamy. Ah bien. Ouais, où j'ai fait de la prépa aussi. Ça je savais pas, tu vois. D'accord. C'était assez cool. Donc télé, découverte de la télé, d'une grosse prod très différente et tout. Donc là, j'ai fait 6 mois là-bas. Et puis après, je suis revenue à Culture, mon premier amour. Premier et dernier amour, c'est sûr. Et voilà, jusqu'à temps que, petit contrat en petit contrat, Nicolas Martin quitte l'été, c'était septembre dernier, du coup, septembre 2022. Quitte France Culture. Ouais. On devait proposer du coup à Natacha Triou de faire une chronique qui s'appelait Le Journal des Sciences, qui existait déjà, mais dans la matinale. Ouais. Et en fait, jeu de chaise musicale. On demande à Natacha de reprendre une émission et de reconstruire une nouvelle émission de science. France Culture, il y a une place libre, du coup, Nicolas me pousse là-bas pour que je puisse faire de l'antenne. Et je démarre en fait l'année dernière à faire Journal des Sciences chaque matin. C'était un peu plus tard. Ouais, c'est ça. L'année dernière, c'était un poil moins tôt quand même. Et là, cette année, ce qui change, c'est que c'est plus tôt et que c'est plus un journal. C'est une monothématique. Ok, donc c'est un peu plus pratique. C'est un peu plus simple, non, parce que l'année dernière, t'avais quoi? T'avais 4 sujets l'année dernière? Simple, ouais. Ça dépend comment on... Non. Alors, c'est pas simple, mais c'est très différent. Non, simple, je faisais un peu la blague, mais simple parce que l'année dernière, c'est 4 thématiques. Ouais. Donc c'était assez velu, mais j'avais pas à creuser autant les sujets. Oui, c'est ça. C'est un peu différent. Ouais, c'est le même sujet, mais tu creuses plus, alors que quand c'est 4, tu restes un peu plus en surface. Ça. Et quand tu restes en surface, t'as quand même un enjeu de vulgarisation qui est un petit peu différent. Ouais. Quand tu rentres vraiment dans un sujet, il faut que... C'est là où ça change vraiment cette année, où je fais vraiment autre chose, et j'adore, franchement, c'est d'aller chercher un enjeu. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin, donc chaque matin je parle d'une étude scientifique particulière que je décrypte, mais l'enjeu ce soit pas forcément que ce soit des études qui changent totalement la face du monde, qui soient des études forcément révolutionnaires, non. Parce qu'en fait des études pas révolutionnaires, il y en a plein, et elles sont quand même intéressantes. C'est un peu mon enjeu et ce que je touche du doigt, tu vois. Ok, et d'ailleurs vous êtes, donc là maintenant il y a Scope, c'est tout nouveau. Ouais, ça a 1 an et demi. Mais oui, alors Scope a 1 an et demi, mais pour toi c'est tout nouveau. Tu remplaces Valentine Delatte, danse de comptoir sur YouTube, etc. La sœur jumelle de Fiona. Et on te voit également sur les réseaux sociaux de France Culture, parce que tu fais des vidéos. Je sais pas si c'est des shorts. Si c'est des shorts. Si c'est des shorts, c'est des moins d'1 minute. Ouais, en version portrait. Voilà, tu ronronnes notamment. Fond vert, et je ronronne hyper bien. Je peux le refaire. Ouais. Voilà, elle ronronne. C'est en préparant, je me suis dit, il faut que je lui demande de ronronner. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description si vous voulez, comme ça vous comprendrez pourquoi on parle de ça. Et donc oui, et tu as rejoint le tout dernier truc, c'est Scope, il y a pas longtemps. Ouais. Donc ça, c'est ultra cool. Première émission en direct de co-anime. Parce que moi, je fais que des trucs où normalement je n'interagis pas avec les gens. Ouais. Pour l'instant, c'était... Ouais, c'est vrai que c'était... Bah ouais, là, c'est la première émission à présenter. Et alors? C'est trop bien. T'étais stressée? C'était un peu. Ouais. Déjà, je suis une personne un petit peu stressée. Ouais. De base, mais vu que je fais un métier stressant, je deviens de moins en moins stressée. En fait, on est obligé. Non, c'était super. C'était super. En plus, on avait 2 invités qui sont Pierre Kerner. Ouais, Pierre, il est oui. Voilà. Forcément. Un petit peu. D'ailleurs, à chaque fois, je crois qu'on en parle quasiment à chaque fois de Pierre. Donc, encore, si vous ne l'avez toujours pas écouté, c'est le Sous la blouse dans la saison 1. Je crois que c'est l'épisode numéro 5. Voilà, avec Pierre et Régis de Bruyne du Muséum. Oui. Et ils étaient géniaux. Ah mais Régis, c'est fantastique. Et Régis, c'était génial aussi. Et c'est tous les deux géniaux. C'est un généticien. C'est ça, paléogénéticien. Ouais, généticien de mammouth. Mammouth de Durfort. Ouais. Et Marie. Et Marie, bien sûr. Trébert, qui est l'épisode juste avant toi. Ah bah voilà. Je choisis bien les gens. Tu sais, c'est un peu comme le bingo. Je regarde, je suis là, cette personne-là, j'ai vraiment trop envie qu'elle me raconte son histoire. Clac, donc voilà. Trop bien. Ouais. Et Marie, qui elle présente Scope depuis le début, depuis la naissance. Et voilà, c'est super bien passé avec Marie. Trop bien. Vraiment très fluide. Et 2h30 d'émission quand même. Ouais, c'est Twitch. C'est Twitch. C'est pas le même en direct. Ouais. Et c'était en fin de journée, mais c'était génial. Franchement, le fait de tout faire en direct, en fait. Ouais. Déjà, on a une chance incroyable de pouvoir faire donc l'émission en direct. Ça, c'est toujours cool, mais on va dire c'est Twitch et
c'est pas forcément ce qui demande le plus de moyens. Le plus de moyens, c'est Pierre Gérard, donc la 3e personne qui est dans l'émission et qui est en reportage en direct. Et là, il était au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, et qui nous fait visiter ou qui montrait justement la renaturalisation d'un dodo. Donc, c'est la taxidermie des dodos. Et de faire la taxidermie la plus scientifique qui ait jamais existé. Et donc, c'est ça en plus, vraiment le plus de l'émission, c'est de pouvoir arpenter des labos et de voir des choses qu'on pourrait jamais voir en fait dans n'importe quelle émission ou à la télé, parce que ça demanderait trop de prépa particulière. Voilà, nous, on a 2h30 pour. C'est trop bien. Pour arpenter ça, donc c'est trop bien quoi. Eh ben, je vais mettre le lien, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, le lien est dans la description, donc vous pourrez voir cette émission-là. Donc là, on a parlé de tout ton parcours. C'est quoi ta première expérience de vulgarisation ? Je crois que la toute première... C'est dur, hein ? Non, c'est un peu dur. J'avoue que j'ai un peu préparé la question. J'ai cherché et peut-être qu'un autre truc va me revenir. Mais le premier truc qui me vient en tête, c'est pendant la Covid, justement. En fait, je suis très proche, et je ne l'ai pas forcément mentionné dans mon parcours professionnel parce que je vais y mettre un point d'honneur maintenant. En fait, j'ai bossé avec une radio associative qui s'appelle Radio Campus Paris. Et c'est génial, les radios associatives. Et en fait, grâce à ça, donc déjà, j'avais déjà fait un petit stage chez eux, j'avais déjà vu plein de trucs. J'avais participé, en fait, je faisais la programmation de ce qu'ils appellent la matinale de 19h, qui est l'émission d'actu. Mais vu que c'est qu'une demi-antenne, ils ont l'antenne qu'à 17h, donc c'est une matinale à 19h. Donc j'avais fait ça, et grâce à ça, en fait, dans les radios associatives, si tu veux faire de la radio, tu peux faire de la radio. Et du coup, j'avais fait je crois que mes premiers trucs, c'était du debunk, justement au moment de la Covid. D'accord. Je ne sais plus exactement sur quel sujet. Donc 2020. Mais t'avais déjà bossé. J'étais déjà ici à France Culture, Donc mais j'avais pas vraiment fait toi-même en fait. Non. Ok. Ouais, tu préparais les émissions, mais t'avais pas fait toi-même. Ça n'a rien à voir de préparer les émissions. Je suis pas du tout capable au départ d'en parler aussi facilement que quand tu écris une chronique. C'était une chronique de 3h30, quelque chose comme ça. Oui, effectivement. Où tu résumes, c'était tu dois première chronique à des gens. Parce qu'en fait, sinon, à la préparation d'émission, tu fais pas de la vulgarisation. Tu fais de la vulgarisation pour la personne qui te lit, donc ton producteur, ta productrice. Mais c'est tout. Et tu as 12 pages pour le faire. Donc t'es pas... On sait très bien que la vulgarisation, le problème, c'est quand tu dois résumer un problème hyper compliqué en 45 secondes. C'est toujours un peu l'enjeu, quoi. Exactement. Très bien. Radio Campus, c'est marrant parce qu'il y en a plein un peu partout. C'est des radios indépendantes, je crois Ouais, elles sont pas toutes... mais il y a quand même un truc central qui est Radio Campus France. Il y a quand même un lien. Mais il y a des antennes un peu partout en France, de Radio Campus. Pareil, est-ce que je vais mettre le lien ? Oui, tout à fait. Donc Radio Campus, tu es toujours à Radio Campus ? Non, t'as plus le temps. Je suis toujours en contact avec eux, mais là, je j'avoue ne plus avoir là, je dors. Entre 2h et 4h du matin, je dors. Et donc, je retourne sur mes petites questions. Ton meilleur souvenir, je sais que celle-là, elle est difficile, cette question-là. Ouais, j'ai dû chercher. Mais bon, déjà, j'ai fait chanter Guillaume Erner, donc le producteur de la matinale. Je lui ai fait chanter Johnny Hallyday. Bien. Il y a pas très longtemps. D'accord. Dans quel contexte ? Aucun contexte. Le seul contexte, c'est que... Alors, je ne sais plus exactement c'était quelque chose sur la voix. C'était les 60 ans de la Maison de la Radio. D'accord. On a fait une matinale spéciale sur la voix. Et j'ai fait un truc sur la diversité de la voix et qui n'avait rien à voir. Et en fait, je sais que Guillaume Erner adore Johnny Hallyday. Je lui ai fait chanter. Il adore chanter. Donc, il a chanté tout seul, en fait, en direct. Et j'avoue, c'était un peu kiffant à voir. Ça, c'est un truc un peu rigolo. Mais vraiment le meilleur souvenir un peu nerd, c'est ce dont je parlais un peu tout à l'heure avec les radiographies du coronavirus. Donc, le nouveau format qu'on a fait pendant la Covid, pendant le premier confinement, où l'enjeu était quand même très différent de ce qu'on faisait d'habitude sur l'émission. Parce qu'on parlait que de Covid là tous les jours. Mais là, c'était vraiment d'aller creuser dans les études pour voir si c'était bonne ou mauvaise. Et ça vraiment, c'est une partie de ma formation par ailleurs. Mais c'est un kiff énorme. D'accord. C'est-à-dire que on peut parler de Didier Raoult ou de Perron pour des exemples en fait qui étaient des mauvaises études, très clairement. Mais il y avait aussi des très bonnes études. Enfin, bref, c'était vraiment de dire, là, il faut qu'on puisse jauger au maximum en lisant 20 études par jour. Enfin, c'est horrible, énorme, quoi. C'est immense. 20 études, c'est genre, t'as le cerveau qui est quand même collé à la fin, quoi. Et de pouvoir dire, voilà, ça c'est bon ou c'est pas bon. Ou alors, les 150 pages du rapport de Pfizer au moment de la sortie du vaccin. Ça, moi j'avais des frissons, j'étais trop contente. C'était mon doudou la nuit, quoi, tu vois.
Je devais être la seule, vraiment. Ok, donc t'es une grosse nerd de sciences. Grosse nerd biologie. Ok, donc on saura si jamais il y a des trucs, des rapports de 150 pages. Voilà, si jamais vous avez des cadeaux à faire à Alexandra, n'hésitez pas. Des rapports compliqués, ouais. Voilà. Donnez-moi des rapports compliqués. Mais de bio, si possible. De bio, ouais. Toujours. Et donc, alors, j'allais te demander c'est quoi le truc que tu préfères, mais c'est probablement ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors là, vous la voyez pas, mais elle a des petits cœurs dans les yeux, c'est un truc de ouf. J'aime ça. Et les rapports, mais c'est ça. Je dors avec. C'est ça. Mais en fait, je me rends compte que j'aime expliquer pourquoi des études sont bonnes ou pas bonnes. Et je mets des guillemets à bonnes ou pas bonnes parce que c'est pas vraiment l'enjeu de dire est-ce que les chercheurs ont bien fait ou pas leur boulot. Ça pouvait être le cas pour Raoult et Christian Perron, mais si on met ça de côté, c'est juste de dire qu'est-ce qu'on peut dire avec une étude. Et ça, je trouve ça toujours super intéressant. Ouais. Il y a pas mal, parfois, de controverses où les scientifiques peuvent s'énerver un petit peu en disant mais c'est pas ce que dit l'étude. Et moi, j'adore faire ça. Ouais. C'est-à-dire de dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire ça ? Et de dire, voilà, non, c'est une corrélation, c'est pas une causalité, par exemple. C'est ce qu'on a souvent. C'est quoi la différence entre les deux ? En épidémiologie, une corrélation, c'est quand, par exemple, vous voyez une augmentation du nombre de McDo implanté aux États-Unis et le nombre d'augmentation de morts par trottinette. Voilà, c'est pas manger McDo qui provoque la mort par trottinette. Voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est une corrélation. La causalité, c'est de comprendre qu'il n'y en a pas entre les deux. Mais par exemple, le fumer des cigarettes provoque le cancer du poumon. Ça, c'est une causalité. Et plus intéressant encore, c'est que dans tout ce genre d'études, et là je parle encore un peu nerd de biologie, mais il y a ce qu'on appelle des facteurs confondants. En fait, un terme un peu pas sexy pour dire que, par exemple, pendant longtemps, on a cru que les grands buveurs de café, que boire du café, en fait, provoquait des cancers du poumon. Parce que les grands buveurs de café sont aussi des fumeurs. Voilà. Mais c'est pas le café qui cause le cancer. Et ça s'appelle un facteur confondant. Et en fait, ça, du coup, c'est très commun dans les études où on parle de nutrition, où on parle d'agriculture, où on parle, tous les éléments qui vont toucher la santé humaine dans des conditions classique en fait, il y a ce truc là et par exemple expliquer ça, c'est un truc qui me botte à chaque fois, ça se voit parce que vraiment j'adore parce que c'est justement toucher la complexité de ce qu'est une étude, de ce que sont des résultats et pourquoi ils sont importants aussi et qu'est-ce qu'ils veulent dire, tu vois. Tu kiffes là. Alors, tu as essayé, donc tu as fait radio, préparation d'émissions. Maintenant, tu es derrière le micro et tu prépares aussi tes émissions. Donc, c'est double casquette. Tu as fait Twitch, du coup, qui est YouTube, donc émission un peu plus face cam. L'écriture de bouquins. T'as testé plein de trucs. Alors déjà, c'est le jeu des 7 familles. Qu'est-ce qui te manque ? Surtout, qu'est-ce que tu as envie de tester ? Parce que parfois, c'est pas parce que ça te manque que tu as envie de le tester, mais... C'est quoi la prochaine carte ? La prochaine carte, c'est sûrement animer des émissions. Animer des émissions de quoi ? C'est sûrement de science. J'allais te répondre une bêtise pour t'embêter, mais de science. Oui, mais où ? Oui, où ? Quel type ? Tu me montres, parce que t'animes Scope du coup. J'anime Scope. Ouais, là vu que c'est la première expérience, j'ai pas encore le recul de dire. J'anime des émissions de manière. J'en ai fait une. J'ai pas encore la casquette. J'ai pas encore la casquette, même si c'est le cas. Du coup, je sais pas trop. Du coup, ça commence à être. Genre demain, je te dis. En même temps, je suis hyper bien dans ce que je fais aussi, donc je suis pas sûre d'avoir. Je pense que la question, elle se pose quand on a envie de changer, peut-être. Ouais, ou des fois, on a envie. Après, ça dépend. Il y a des boulots où tu étais tellement en train de créer plein de trucs, tu vois, quand tu crées des expos, par exemple. Quand je dis c'est quoi le prochain truc à tester, t'as toujours des envies d'expos encore plus grandes, encore plus machin, encore plus tarées, tu vois. Mais là, toujours avoir envie de plus d'antennes, plus de machin. Tu vois. C'est forcément ça. Mais après, moi, je me sens hyper bien dans ce que je fais et je fais quand même 12 000 trucs en même temps. Oui, c'est clair, c'est ça. Tu fais déjà pas mal de choses. Et puis, tu viens de commencer un nouveau truc. Donc voilà, c'est pour ça que je m'ennuie pas. Quelle est la prochaine étape ? Sera sûrement ça. Mais tu vois, ça peut être amené à changer aussi, tu vois. Ok, de toute façon, on suivra à la loupe ce que tu vas faire. À la loupe. Et écoute, là, on arrive vers la fin du podcast. Très bien. Et moi, j'aimerais te demander s'il y a des gens là qui t'écoutent qui ont envie d'être toi plus tard. T'imagines ? C'est un coup de vieux ou pas là ? Déjà, c'est un peu perturbant comme question. J'essaie de la préparer aussi. Et ça fait un peu. Ouais, je sais. Ego trip de ouf, quoi. Non, mais genre. Je sais que c'est pas ça que tu veux poser comme question. Le truc, c'est qu'est-ce que tu dirais à la petite Alexandra d'il y a 10 ans ou tu vois, c'est quoi le conseil ? Alors après, ça peut être n'importe quoi, mais c'est quoi le conseil qui t'aurait aidé à. Bon, alors. J'en ai en tête. Ouais, à arriver là où t'es arrivé, quoi. Déjà, il y en a un avec ce qu'on a dit sur Radio Campus et sur les radios associatives. Je pense qu'il faut faire des trucs. Oui, peu importe. Il faut faire des trucs. Il faut tester des trucs. Ce qu'on aime aussi, parce que des fois, on pense qu'on va aimer un truc qu'on n'aime pas. On ne peut pas savoir. Il faut tester en associatif
Et oui, en bénévole. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir en fait passer par là, pas parce que on ne mérite pas d'être payé, mais parce que c'est des structures qui sont plus souples. Oui. Et donc qui permettent de faire des choses. Moi, et où tu apprends aussi. C'est ça, t'apprends plein de trucs, tu peux tester des choses et tu peux bien te rater en fait. Voilà. Non mais c'est honnête quoi en fait. Je dis pas que toutes mes chroniques sont parfaites, mais je vais pas me planter complètement à l'antenne un jour, je le sais. Ouais. Et ça, c'est l'expérience qui fait ça, en fait. Donc, si tu te plantes totalement à la radio, à Radio Campus, je sais pas que c'est grave, j'espère le producteur d'émission, en fait, m'écoute pas là maintenant, mais le directeur d'antenne, mais c'est pas grave et c'est pas le but. Le but, c'est de passer à l'antenne et de faire des choses. Pareil avec des festivals de sciences et médias, sciences et trucs, trucs et machin. Enfin, faut y aller en bénévole, il faut faire des trucs, il faut rencontrer des gens, il faut les faire même en tant que visiteur. Hein. Il n'y a pas du tout, mais vraiment l'enjeu, c'est de faire des trucs, de tester des choses, même si ça paraît être rien sur le moment. Parce que faire un festival de 10 jours, ça paraît de rien. Moi, ça m'a vraiment confirmé. J'ai fait un festival de sciences et médias en fait, qui avait lieu à Toulouse. Ouais. Et bien ça m'a vraiment confirmé que je voulais faire ça en fait. Donc, et pourtant c'était 10 jours, c'était rien. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi j'ai toujours l'exemple d'une copine qui était au labo et qui me voyait quand j'étais encore au labo en Angleterre, gérais Pint of Science, qui me dit ah mais là comme scientifique et tout c'est trop mon truc, est-ce que je peux t'aider? Et du coup je lui dis bah ça te va de gérer le compte Twitter de Pint of Science? Elle m'a dit ouais ça va être trop bien et tout. Et elle a tenu 10 jours en fait. Et c'est dur. Et elle a dit bah heureusement que j'ai testé parce que c'est là où c'est toujours une espèce de phrase où elle me disait t'avais l'air à fond et t'as l'air d'aimer, mais le problème c'est que des fois tu vois que les gens aiment leur métier, mais c'est parce que eux aiment leur métier et ça leur va à eux, mais ça veut pas dire que toi en faisant la même chose tu seras aussi bien. Et du coup je suis complètement partisane comme tu dis de tester des trucs parce que déjà t'as de l'expérience, t'accumules de l'expérience. Après, sans t'en rendre compte en plus. Ouais, sans t'en rendre compte. Et puis voilà, c'est bénévole. Moi, je suis toujours bénévole pour Pint of Science France. Ça fait la 11e année. mais ça te permet de faire de l'expérience, d'avoir l'expérience, de créer quelque chose. Aussi, hein. Ça amène un réseau. Et puis aussi, ça permet de tester ce que t'aimes. Et surtout, dans les boulots de communication scientifique, en fait, des fois, il y a des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Par exemple, je sais que moi, écrire, je suis vraiment pas fan et je suis vraiment pas bonne. Et maintenant, je le sais. Parce que de temps en temps j'essaie des trucs, je suis là ouais c'est toujours aussi pourri, très bien. Voilà. Et c'est hyper important de le savoir et du coup je trouve que c'est important de tester quoi. Ouais, j'ai fait une petite année de Pint of Science par exemple. Ah bien. Je t'avais pas dit ça. Merci. J'ai fait une petite année, juste d'organisation d'un Pint of Science. Non mais c'est cool en plus je pense nous on a beaucoup de bénévoles mais il y en a plein qui commencent et ils connaissent absolument rien ou elles connaissent absolument rien et du coup on les aide, on les soutient, et souvent j'entends dire moi ma première expérience c'était Pint of Science et j'ai fait d'autres trucs et après j'ai rencontré d'autres gens et tout et c'est vraiment cool. C'est ça, et t'apprends des métiers qui existent vraiment. Par exemple dans Pint of Science quand tu fais un plateau, ça s'appelle de la programmation. En fait, c'est un métier qui est hyper important en radio, qu'on ne voit pas. On ne sait pas ce que c'est, en fait. Tant que tu n'as pas mis un pied à la radio, c'est la personne qui va choisir les invités. Et tu peux imaginer que choisir les invités, ça te fait bien, on va dire, 70% de ton émission, on va pas se mentir. C'est pas forcément les questions que tu vas poser. Non, c'est déjà qui t'invite. Quand tu as des bons clients, en fait, des bonnes personnes qui vulgarisent bien, ça veut pas dire qu'il faut donner sa chance qu'aux gens qui ont déjà fait de la radio 1000 fois. Mais c'est juste qu'il y a un casting à faire. Et par exemple, ça, c'est un métier qu'on ne voit pas et qui existe et qui peut plaire en fait en aimant la radio, en n'étant pas forcément journaliste scientifique. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir que, et c'est peut-être mon troisième conseil, c'est qu'on peut se tromper en fait. Attends, c'est quoi le deuxième? Je sais pas, je l'ai tenté. Je sais pas. Je t'ai dit, il y en avait pas. Le deuxième, ce serait mettre le pied dans la porte, c'est-à-dire envoyer toujours des mails, contacter des gens, pas avoir comme peur, t'as fait avec Nicolas, comme j'ai fait avec Nicolas et que vous pouvez encore faire avec Nicolas, je peux lui vous envoyer son adresse mail. Non mais justement de contacter en fait les gens tant que vous pouvez, des gens dont vous avez envie de comprendre le métier, avec qui vous avez envie de parler. C'est hyper important. Franchement, il y a vraiment peu de chances qu'on ne vous réponde pas. Et on vous répondra d'une manière ou d'une autre. Voilà, faut surtout pas hésiter parce que ça permet de voir des choses que on imagine quand on est très très loin en fait de la posture. Puis on se fait un monde aussi de tout ça. Ouais, et puis même rien que le travail quotidien, tu vois, des fois les gens voient un boulot, ils se disent ah ça se passe comme ça et en vrai pas du tout. Enfin, c'est ça. Moi le nombre de gens que j'ai calmés en leur disant non mais les gars 95% du temps je suis toute seule avec mon chat à la maison en fait. Enfin peut-être pas 95 mais la majorité du temps je suis chez moi avec mon chat. Ils sont là bon mais t'as pas d'équipe, t'es seule. Bah oui. Moi non plus j'ai pas d'équipe. Bah ouais. Et... Seule, non mais tu vois. Je considère la sortie QFD c'est un peu mon équipe. Oui voilà, tu vas de temps en temps. Mais j'y vais de temps en temps. Je suis diffusée chez eux, je les vois presque jamais. J'aimerais
manger avec midi. Ah, ça va. Et troisième conseil que je m'étais noté, c'était pas forcément celui que je voulais dire tout à l'heure, mais si je le retrouve, j'en mettrai un quatrième. Ce qui est, je trouve assez intéressant dans la vulga, si on prend vraiment vulga, médiation, on veut raconter une histoire, testez chez les gens autour de vous, et surtout des gens qui n'aiment pas les sciences. Prenez les gens qui détestent le plus les sciences, ou ils vous disent mais moi les sciences c'est vraiment pas mon truc, moi tu sais j'ai fait L, ou moi j'ai fait ES, voilà. Forcez-les à écouter et en fait, et à faire le plus court possible, c'est-à-dire qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. Et en fait ce qui est, je trouve, quelque chose qu'on comprend assez vite, c'est que pour raconter des histoires de science, il faut avoir compris de quoi ça retourne. Et c'est pas forcément si simple au début. Non. C'est-à-dire que c'est pas du tout inné. On n'a pas un savoir qui démarre. Moi, par exemple, je suis biochimiste au départ. Je kiffe l'astrophysique aussi. Mais j'y connaissais rien du tout il y a 4 ans. Rien du tout. Ça te demande d'apprendre plein de trucs. C'est en cravachant sur des fiches où j'ai pleuré des larmes de sang parce que je ne comprenais rien, qu'on apprend. Donc, c'est avec le temps aussi où on se confronte à ça et qu'on a de plus en plus de savoir dans un domaine particulier, qui est notre domaine initial de début d'études, ou pas du tout. Il y a des gens, je ne vais pas faire le podcast de Nicolas Martin, mais Nico n'avait pas en fait de formation scientifique au départ. Oui, c'est ça. Alors, je t'avoue avec Nicolas, j'aimerais bien l'avoir donc je spoil dans un pas, épisode, mais ça fait un petit... Non, mais on peut dire, il était prof de français. C'est ce que j'allais dire, il était prof de français. Il était prof de français. Je vous dis pas après comment il est arrivé au reste, mais c'est vraiment par petits bouts et par petite réorientation. Alors qu'il est impressionnant pendant les émissions, il est capable de dire... sur le plateau de la méthode scientifique, il était capable de dire oui, ça on en a parlé dans l'émission 352, t'es là. Ok, très bien. Bah oui, c'est ça. Voilà, et puis capable de parler de n'importe quel sujet de manière pointue, mais bon, il a cravaché aussi. Hein. Je veux dire, rien ne vient tout seul en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire, mais c'est pas grave parce que vu que rien ne vient tout seul et qu'on n'est pas en fait avec la science infuse, ça permet de pouvoir rattraper ou de pouvoir accumuler en fait n'importe quel savoir quand on veut, même si c'est tard. Parce que moi, j'ai fait ma reconversion assez tôt, mine de rien, parce que j'ai bossé que 3 ans, disons. Mais ça apporte aussi quelque chose d'autre, en fait, par rapport à d'autres parcours scientifiques. C'est pour ça, ce podcast, l'idée, c'est aussi de montrer plein de parcours différents. Et le fait qu'il n'y ait pas un parcours pour faire de la com ou pour faire, tu vois, un type de taf, quoi. Et je pense que la science, en plus, se prête vraiment à avoir des parcours très atypiques. Parce que vu qu'il n'y a pas vraiment... Il y a des formations de journalistes scientifiques, ça existe, c'est l'ESJ Lille surtout. Mais au-delà de ça, on manque de journalistes scientifiques. On manque de science, on manque de vulgarisateurs, on manque de médiateurs. Il y a une place qui est en train de se créer en fait maintenant, qu'il faut saisir et il faut la créer aussi. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des postes. En fait, vous aimez la radio, vous voulez devenir journaliste scientifique. Bon, déjà, vous n'êtes pas sûr tout de suite de vouloir devenir journaliste scientifique. Demain. Il y a plein de métiers qui se cachent derrière ça et plein de métiers dans plein d'endroits différents. C'est-à-dire que là, en plus, je trouve que depuis la Covid et pas mal de debunks sur les fake news, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi de ce côté-là. Malgré le fait qu'on dise que le journalisme, ce soit un truc assez bouché. C'est pas totalement faux, hein, mais il y a quand même quelque chose à faire. Alors, je mettrai ton compte Twitter pour qu'on puisse venir te parler. Oui, parce que je pense que t'as trop de trucs à raconter et notamment tu vois là tu dis il y a plein de métiers derrière et voilà s'il y a des gens qui ont des questions qui viennent te contacter et que si jamais on a des questions sur les boulots à la radio ou sur ton parcours. Merci Alexandra, c'était trop bien. Merci à toi et à bientôt sur Twitter ou à la radio. Salut. Ciao.